Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Nous continuons de sensibiliser sur la santé maternelle et infantile. La maternité est censée être un moment joyeux, mais il faut bien le reconnaître, ce n'est pas toujours rose. L'arrivée d'un bébé est un chamboulement et la maternité est parfois très mal vécue. Cependant, la société idéalise tellement la maternité qu'on n'ose pas dire que ça va pas quand ça va mal. Aujourd'hui, nous allons briser un tabou pour parler de la dépression postpartum, une maladie dangereuse aussi bien pour la maman que pour son bébé. Pour nous en parler et nous donner les conseils à suivre et la prise en charge, nous recevons aujourd'hui avec nous Madame Brahmi Al-Khamsa, sage-femme et présidente de la Société algérienne pour la planification familiale. Madame Brahimi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci de nous avoir fait l'honneur de nous avoir invités. C'est un plaisir. Bonjour à vos auditeurs, Merci. chers auditeurs. Bonjour à toutes les mamans Oui. et à toutes les femmes. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui reste tabou et qui a une grande importance dans la vie de la maman et du bébé. Et là, c'est des conséquences assez importantes. Mais je vais d'abord vous expliquer, il faut savoir faire la différence entre un baby blues et une dépression postpartum. Alors le baby blues, c'est quelque chose de physiologique. Il est dû à quoi? Le baby blues est dû à une chute des hormones de la grossesse, les œstrogènes et la progestérone. Donc cette chute, il y a une chute brutale et la montée de l'hormone de la lactation, c'est l'hormone qu'on appelle la prolactine. Donc il y a déjà un chamboulement physiologique, plus sans compter le stress, la peur, la crainte de la femme et la fatigue, comment va se passer son accouchement et savoir aussi comment elle a été prise en charge dès le départ durant les consultations prénatales. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ça touche 80% des femmes ayant accouché. Le baby blues touche 80% des femmes ayant accouché, donc je dis que c'est un phénomène physiologique. Mais il y a un mais, c'est-à-dire que si ces symptômes, alors je vais quand même donner quelques symptômes, lorsque la femme vient d'accoucher, ce baby blues apparaît vers le 2e ou le 5e jour, mais il y a quand même un pic vers le 3e jour. Ce pic, donc, il peut durer 8 à 15 jours. Il ne faut pas s'en inquiéter, tout rentre dans l'ordre. Les symptômes, c'est une femme qui vient d'accoucher, qui est heureuse, subitement, 2e, 3e jour, on la voit pleurer à chaudes larmes, on la voit, elle délaisse l'enfant, elle ne s'occupe pas d'elle, c'est surtout les larmes qui nous interpellent. Donc, s'il y a une écoute, une oreille, si elle est, que ce soit l'époux, que ce soit la famille, donc tout rentre dans l'ordre et il n'y a pas de traitement et c'est physiologique. Maintenant, si au-delà de 15 jours, des symptômes persistent, donc ça va nous alerter et il faut surveiller cette femme comme si on surveille le lait sur le feu. Il faut faire très attention parce qu'au-delà de 15 jours, elle peut sombrer dans la dépression du postpartum. La dépression du postpartum est beaucoup plus grave, c'est pathologique, elle n'est pas physiologique, c'est pathologique. Donc la dépression doit être prise en compte. Malheureusement, on n'est pas sensibilisé, on n'est pas informé et on trouve que c'est normal. Et comme on dit, blabia, quand on voit comme ça la tristesse, on dit, surtout quand c'est un enfant, quand elle accouche d'un garçon. On dit les hormones. On dit qu'est-ce que c'est pas normal, parce que elle a tout et pourquoi elle est comme ça. Mais derrière tout ça, il y a une souffrance, un mal-être et qui nous interpelle et c'est une urgence. C'est une urgence, il faut faire très attention. Maintenant, cette dépression, si elle est vraiment prise en charge, déjà avec la famille, c'est surtout l'écoute et l'aide. Écoute et l'aide. L'aide doit venir de la famille en premier lieu. C'est pour cela qu'on demande à ce qu'il y ait une préparation l'accouchement.
l'accouchement est préparé, une consultation parentale, préparation à la venue de ce bébé. Parce que nous avons aussi, sans oublier les papas, nous avons, donc je vais vous donner le taux, et nous avons entre 20 et 30% de femmes qui font une dépression dans le postpartum. En Algérie? En Algérie? C'est mondial. Ah, ok. En Algérie, écoutez, étant donné que c'est un tabou, nous n'avons pas de chiffres. On ne consulte pas. Oui, non, nous n'avons, non. Oui, on ne consulte pas parce que ça reste un tabou. C'est pour ce que je vais en venir. Pourquoi ça reste un tabou? Parce que elle est habitée, mskouna. Ah, oui. Oui. Elle est mahmdat charbi. Tout ça, il faut qu'il y ait une écoute. Quand on prépare à la venue de cet enfant, parce que c'est un chamboulement, il y a un couple, ils sont deux, il va y avoir une troisième personne qui va arriver, qu'il faut partager, et il ne faut pas oublier que les papas font une dépression. Ils ne font pas de baby blues. Oui. Parce que beaucoup de gens parlent du baby blues chez les parents, chez le papa. Le papa, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de chute hormonale. Par contre, dans la dépression, le papa, il est fatigué, il est surmené, il doit partager. Donc, il faut chercher tous ces facteurs de risque, essayer d'y remédier, et encore une fois, l'écoute. J'ai, comme chaque fois que j'interviens, une petite primipare qui n'est pas préparée déjà, elle ne connaît pas ce que c'est qu'une table, comment se passe l'accouchement. À l'arrivée, elle est mal reçue. Oui. Elle est mal reçue. Déjà, dans son subconscient, il y a quelque chose qui se passe. D'une. De deux. Par exemple, une femme enceinte qui habite Alger et elle a toute sa famille, belle famille, amis, elle doit déménager. C'est un facteur de risque. C'est la césarienne d'urgence. Ah, oui. Deuxièmement, c'est la séparation de l'enfant et de la mère. Si l'enfant est malade, il est prématuré, donc ils sont séparés. Si la mère est malade, qu'est-ce qu'on fait? Même si elle n'est pas malade, on prend le bébé, on le donne à la famille et la maman reste hospitalisée. Si la mère doit être... Donc, déjà, cela va, oui, bien sûr, va avoir un impact très, très important sur le psychisme de la maman. Déjà, de par cette... Et puis, sur l'enfant. Oui. Parce que l'enfant, il doit sentir l'odeur de sa mère quand il vient au monde. Quand elle l'allaite, donc il y a des échanges, il y a des regards, il y a des échanges vocaux. Oui, oui. Et d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant que l'enfant il est dans l'utérus de sa mère, il ressent. C'est pas un objet. Il ressent tout ce que ressent la mère. Oui. Et donc, en obstétrique, j'ai dit en gynéco-obstétrique, ce sont les facteurs. Et pourtant, on les sépare immédiatement. Hein, oui. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a l'hôpital mère-enfant. Il faut encourager à ce qu'il y ait des structures pareilles et surtout ne pas séparer l'enfant de sa maman. Ça, c'est en gynéco, les facteurs obstétricaux. Nous avons, comme je viens de dire, si elle est malade, nous avons, il y a des problèmes socio-économiques, ils sont juste à la venue du bébé, le père ou l'ahia vont se retrouver au chômage. Oui. Ça impacte. Ils doivent changer de wilaya. Ça, c'est un risque. Elle vient d'accoucher, et que si elle reste dans... Elle a les amis, les voisines, les collègues de travail, la famille. Tout ce monde-là vont former un cocon. Tout ce monde-là va l'aider. Et on leur dit à la préparation, il faudrait que cette femme se prépare. Par exemple, elle va dire, voilà, maman, toi, tu cuisines. Quand je vais accoucher, j'ai besoin de repos. On délègue les charges. Oui. On délègue les charges. Et on partage les charges. Et puis le mari, il faut que le mari soit impliqué. Donc, d'où la préparation à la venue de cet enfant. Et c'est cela, la dépression postpartum reste un tabou. C'est un problème de santé publique. Elle doit être prise en charge. C'est reconnu comme étant un problème de oui, maintenant.
Oui, oui, parce que même en Europe, hein, même en Europe, ça restait. Les Américains, oui. Oui. Je vais encore vous dire un autre facteur de risque qui est très très important et vous allez dire, Madame Brahimi, vous dites une chose et son contraire. L'allaitement, Oui. lorsqu'il se passe mal les 2 premières semaines, c'est un facteur très très important dans la dépression du postpartum. Lorsque l'allaitement se passe dans d'excellentes conditions, l'allaitement est un facteur important pour limiter et pour éviter la dépression dans le postpartum. Vous voyez un petit peu, je vous ai dit, je vais dire une chose et son contraire. Vous voyez un petit peu. Maintenant, l'accueil est important. Je sais que nous sommes débordés, les sages-femmes sont débordées, les médecins sont débordés, mais un sourire Oui, ça ne coûte rien. ne coûte rien, mais Ça rapporte beaucoup pour la femme qui vient d'arriver, surtout une petite prémipare, c'est énorme. Ça la rassure, ça la soulage. Il faut la rassurer, il faut communiquer. Et il y a une chose, quand on doit intervenir médicalement, il faut toujours mettre au courant la personne que nous avons à traiter. Malheureusement, c'est pas ce qui se Oui, passe. il faut qu'il y ait des échanges. Oui, malheureusement, c'est ce que je viens de dire. Je vous dis encore une fois que j'en parle depuis 2012. Oui. J'en ai fait vraiment un cheval de bataille. Ça me tient à cœur. Et ce n'est que maintenant qu'au niveau du ministère de la Santé, que nous avions, il y a à peu près un mois, j'avais donné déjà des fiches, on avait expliqué, mais là maintenant on va le prendre sérieusement parce qu'il impacte sur la santé maternelle et sur l'enfant. Et vous allez me demander sur l'impact sur l'enfant. Nous avons un impact à court terme et nous avons à long terme. À court terme, ce bébé, la mère va le délaisser. Elle ne va pas vouloir s'en occuper. Oui. Elle va pas, des fois, elle se dit, peut-être pourquoi j'ai accouché. Il y a eu des refus, il y a eu des rejets. Hein, pendant quelque temps, elle peut ne pas vraiment ni s'occuper, ni le regarder. Et l'enfant, ce petit bébé qui n'a rien demandé, le pauvre, il a besoin il ressent tout ça. Il ressent, oui. Donc, automatiquement, un bébé qui est souriant, qui gazouille, qui suit du regard. Par exemple, la main de la mère, quand elle s'approche, il reconnaît, attention, ils reconnaissent tout petit le visage de la mère, de leur maman. Donc, il va lui aussi ignorer. Il ne participe pas, ni il va gazouiller, ni il n'y aura pas de sourire, il n'y aura pas, il sera, lui-même fera abstraction de cette maman. Et à long terme, nous allons avoir des problèmes chez des enfants. C'est des enfants qui sont scolarisés, qui ont du mal à s'intégrer. Il va y avoir des retards scolaires. Il va y avoir, ça sera des enfants hyperactifs qui ne restent pas en place. Et je vais encore revenir pour détecter, pour que j'interpelle les pédiatres. Oui. Alors, une mère qui est dépressive, elle va trouver tous les mots pour l'enfant. Il pleure, il ne prend pas de poids, il ne dort pas. Et c'est l'éternel va-et-vient de la maison chez le pédiatre. Et le pédiatre, en ayant fait une courbe de poids, en ayant examiné cet enfant, il va trouver que cet enfant est en parfaite santé. Automatiquement, il faudrait qu'il pense à la dépression. Ce n'est pas l'enfant qui est à traiter, c'est la maman qui a besoin d'une prise en charge. Et je vais revenir sur l'allaitement. Il ne faut pas avoir peur de donner des antidépressifs. Oui. Les antidépressifs, quand on est dans une dépression postpartum qui va perdurer, quand les symptômes s'aggravent, parce qu'elle peut faire du mal au bébé, s'aggrave, elle peut se faire mal à elle, elle peut se suicider, il peut y avoir un infanticide. Ah oui. Oui, voilà. Ça, c'est les deux. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'on vous dit encore l'écoute, le soutien, c'est très important. Maintenant, quand on sait que l'état s'aggrave,
il faudrait, nous en tant que sage-femme, l'orienter vers une structure où il y aura des spécialistes qui vont la prendre en charge. Maintenant, moi, je reviens sur l'allaitement. Oui. Donc, les antidépressifs, il y a une quantité infinitésimale qui passe dans le lait. D'accord. Mais il n'y a aucun risque pour l'enfant, mais c'est quelque chose d'important pour sauver cette maman. Elles sont orientées, C'est psychologue et psychiatre. Elles peuvent être hospitalisées. Oui, c'est l'hospitalisation quand vraiment on rentre dans la grosse dépression. Et cette dépression, elle n'apparaît pas. Je vous ai dit, le baby blues, vers le deuxième, troisième jour, il dure qu'une quinzaine de jours. Au-delà de 15 jours, on tombe dans la dépression. Mais la dépression, elle est insidieuse. On ne va pas venir, parce qu'on est habitué à la voir pleurer et tout, on se dit c'est normal. Oui, mais plus on perd du temps, plus l'état s'aggrave, plus le pronostic s'assombrit. Et plus la prise en charge sera importante. Il faut dire que c'est grave et qu'elle doit consulter. Écoutez, elle se manifeste les premiers mois, les 2-3 premiers mois. D'accord, c'est pas immédiatement. On élimine le baby blues, on n'en parle plus. Et le pic, c'est vers le 6e mois, après l'accouchement, hein, après la venue du bébé. Le pic, 6e mois. Si elle est traitée, si elle est vraiment bien prise en charge, elle ne refera pas de dépression. Mais la prochaine grossesse, peut-être qu'on n'aura pas une dépression. Mais si elle fait une autre grossesse, une troisième grossesse, elle risque de refaire la même chose. Donc, c'est pour cela qu'on demande un interrogatoire poussé. Par qui? La sage-femme qui reçoit à la consultation prénatale, on le fait jamais. Le gynécologue doit demander, Madame, est-ce que vous avez des antécédents familiaux dans votre famille? Y a-t-il des gens dépressifs? Oui. Est-ce que vous avez fait une petite dépression? Et aller creuser. Adressez-vous s'il vous plaît pour les gynécologues et les sages-femmes. Ben oui, donc un appel à nos gynécologues et à nos sages-femmes de pousser l'interrogatoire, hein, pour demander, surtout les antécédents familiaux, demander dans cette famille, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a souffert d'une dépression? Est-ce qu'elle-même n'a pas souffert d'une petite dépression? Il y a aussi un interrogatoire, mais ça reste encore un gros tabou. Demander si cette personne, si cette femme n'a pas été victime de sévices. Quand je parle de sévices, est-ce qu'il n'y a pas eu inceste? Est-ce qu'elle n'a pas été victime de viol? Tout cela nous prépare lors des consultations prénatales, à éviter une dépression postnatale. Parce que même en prénatal, les femmes font des dépressions. Pourquoi elles font elle fait la dépression? Si je vous dis, elle a des antécédents familiaux, divorce, mésentente dans le couple, le père et la mère, que cette fille a grandi dans un foyer où il n'y a pas d'équilibre, où il n'y a pas d'entente entre le papa et la maman. C'est des facteurs de risque, tout ça. C'est un facteur de risque. Plus les antécédents, est-ce qu'elle n'a pas été victime de viol? Est-ce qu'elle n'a pas été victime d'inceste? Ça va être très difficile pour la faire parler. Mais si elle gagne notre confiance, parce que la sage-femme, c'est la confidente. Normalement, la sage-femme, je pense qu'elle est la première. Il y a la maman. Quand ça se passe mal avec la maman, je vous dis, il y a des rapports aussi dans la famille. Donc, la sage-femme, elle est là pour servir de relais entre le gynécologue, entre la famille et cette femme qui vient consulter. Donc, on peut la prendre en prénatal. J'ai demandé à ce qu'il y ait une consultation en prénatal. Il y a 4 consultations. J'ai demandé au ministère de la Santé de rajouter une vers le 8e mois. Pourquoi vers le 8e mois? Le 8e mois, on appréhende l'accouchement. Il approche. Le 8e mois, c'est là qu'à l'échographie, on voit s'il est bien formé, il n'y a pas de malformation, tout se passe très bien. Donc, c'est la hantise, la peur de découvrir une malformation
à une grossesse avancée, Oui. à l'âge de la grossesse. Donc, c'est très, très important. Et si on détecte tout cela en prénatal et qu'on prépare cette femme à l'accouchement, lui dire, voilà, ça va très bien se passer, il y a des douleurs. La rassurer, il faut la Oui, rassurer. la rassurer et il faut faire participer l'époux. Oui. Il faut qu'il participe. Donc, je pense que le partage, le fardeau, il faudrait qu'on le prenne à 3 à 4 personnes, donc les membres de la famille, l'époux et les amis et même les collègues de travail. Alors, Tani, le problème qui va se poser, cette femme qui vient d'accoucher, qui est fatiguée, qui doit reprendre le travail. Oui. On vient de prolonger le congé de maternité. Si tu Absolument. Donc, on remercie notre président, justement, d'avoir vraiment mis une pierre à l'édifice pour que nos femmes accouchent dans d'excellentes conditions, qu'elles puissent se reposer et qu'elles puissent repartir d'un bon pied, reprendre un travail en étant sereines et en parfaite santé. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a un lien entre les troubles psychiatriques ultérieurs et la dépression. C'est très important. D'où, encore une fois, c'est l'interrogatoire. Quand on fait d'une manière ou d'une autre, un bon interrogatoire, que ce soit pour des maladies, que ce soit pour la dépression, il faudrait prendre son temps, faire un interrogatoire poussé. Maintenant, j'ai demandé, je vous donnerai après la fiche, nous avons une fiche d'Édimbourg. Alors, la fiche d'Édimbourg, c'est une fiche qu'on va remettre, dans toutes les maternités. J'ai fait des affiches, dommage, je ne les ai pas ramenées. On a fait des affiches, j'ai demandé dans toutes les maternités, dans tous les PMI, qu'on affiche le syndrome du bébé secoué et qu'on affiche quelques symptômes et prévention sur la dépression du postpartum. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'importance d'en parler déjà, en parler, c'est guérir. Il faut amener la femme à en parler. Je dis encore une fois, c'est tabou. Elle n'ose pas en parler. Et puis, vous savez, même au baby blues, la personne sur laquelle va se défouler la femme, c'est l'époux. Hein? Oui. Ils vont se défouler entre eux de toute façon. Oui, c'est l'époux. Après viennent les autres membres de la famille. Donc, ce fardeau, il faut le partager avec plusieurs personnes et on pourra quand même sauver 2 personnes, le bébé et la maman, et tout un couple, et toute une famille. Parce que je parle d'une primipare, mais il y a d'autres femmes qui accouchent, qui font des dépressions, qui ont 2, 3, 4 enfants. Oui. Donc, c'est toute la cellule familiale sur laquelle, et puis comment on appelle, la pierre angulaire d'une famille, c'est la maman. Oui. Et le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il a dit? Le ministère de la Santé, nous en avons parlé, donc ça fait plus d'1 mois qu'on en parle régulièrement. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain avec le directeur de la population, avec M. Wali. On en parle et on a mis en exergue cette dépression qui est mal connue et qu'on voudrait prendre en charge. Encore une fois, c'est une prise en charge lourde lorsqu'un enfant a des séquelles cognitives au niveau de l'école, donc il y aura un retard scolaire, donc c'est une prise en charge lourde. Il y aura pour cette femme qui est dépressive, qui va nous refaire des dépressions à chaque grossesse, et puis elle peut faire elle est tellement fragile qu'elle pourra refaire une dépression même si elle n'est pas en couche. Oui. Si on se prépare à l'accouchement, est-ce qu'on peut éviter la dépression? Bien sûr. Quand on élimine les facteurs de risque, quand on est écouté, encore une fois, il faut libérer la parole. Il ne faut pas garder pour soi, parce que vous êtes, voilà ce que se dit la mère, la maman. Elle se dit, j'ai eu un accouchement qui s'est passé, il peut se passer dans de bonnes conditions et nous faire une dépression. Je suis dans une famille
je suis prise en charge. Mon accouchement s'est bien déroulé. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne va pas oser en parler. Elle va pleurer. Des fois, elle se cache pour pleurer. Elle ne va pas en parler. Et le fait de ne pas en parler, elle refoule tout ça sur elle, d'où, bonjour, la dépression du postpartum. Donc, encore une fois, il faut libérer. Il faut que la femme partage. Il faut amener cette femme. C'est ça qui va la sauver. Pourquoi il n'y a pas de structure d'accompagnement et de préparation à l'accouchement? Ça doit se faire dans les PMI? Ben écoutez, nous avons donc créé des centres de référence avec le ministère de la Santé. Dans le centre d'Alger, il est aux Anasser. La journée de la sage-femme, je vais donc faire la communication et on va faire un atelier pour justement, parce qu'elles ne sont pas formées. Oui. Parce que ça ne fait pas partie du cursus. D'accord. Donc, par exemple, la rééducation périnéale, c'est cette année, c'est récent. Ça doit être systématique pour toutes les Maintenant, oui, nous venons de former des kinésithérapeutes, 12 PEPM, avec le ministère de la Santé et l'APF, et nous allons continuer. Ce n'est que maintenant, et nous espérons quand même être à la hauteur et couvrir. Et en plus, on vous demande à vous les médias. On n'en parle pas qu'une fois. Il faut nous solliciter. Il faut nous demander. Nous, on est là. Vous nous appelez à tout moment. On est là pour partager le peu de savoir. Quand on peut sauver une vie, un conseil, ça ne nous coûte rien. À nous, ça ne nous coûte rien. Mais c'est important pour une femme qui est en détresse. Oui. Ça se passe dans le bébé secoué, il n'y a pas d'infirmité. C'est après avoir fait une IRM ou un scanner qu'on va découvrir que c'est encore malmené. Et aussi, c'est beaucoup plus grave aussi. Ça nous mène vers le décès de l'enfant et on ne connaît pas et c'est quelque chose de méconnu. Oui. Voilà, je pense... On ne doit jamais secouer son bébé. Pardon? On ne doit jamais secouer son bébé. Alors? Oui, puisqu'on le syndrome du bébé secoué. Encore une fois, nous allons faire... il y aura une relation entre la dépression, la mère et l'enfant. Et le syndrome du bébé secoué. Une mère qui est dépressive, une mère qui est fatiguée, une mère qui n'arrive pas à dormir. Oui, hein? Oui, une mère qui insomnie. Elle est obligée de se lever, de donner la tétée, de changer. Donc déjà, elle est fatiguée. Un enfant a besoin, quand il vient au monde, de pleurer pendant 3 heures. Et quand est-ce qu'il choisit de pleurer? C'est la nuit. Oui. Donc, excédé, après avoir changé, que ce soit le père ou la mère, oui. On change cet enfant, on lui donne son biberon, on lui donne le sein, j'insiste, le sein. On regarde si la pièce n'est pas chaude et tout, ce bébé va continuer à pleurer. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome du bébé secoué? Après l'avoir bercé, après l'avoir cajolé, rien n'y fait, excédé, ou la mère, et la plupart du temps, c'est le papa qui secoue. Il y a une façon de secouer. Le bébé, il a la tête qui est beaucoup plus importante par rapport au poids. Nous avons les muscles du cou qui sont immatures, qui ne sont pas développés. Et vous voyez, le bébé, quand vous le prenez, il a tendance à jeter la tête vers l'arrière. Il ne tient pas la tête. Et le cerveau du bébé, il est dans une boîte crânienne. Le cerveau, il est tout petit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le ballottement. Quand on secoue, oui. Je vais vous d'abord, c'est vous secouez d'avant en arrière. Alors, là, c'est le petit bouchon. C'est la tête. C'est le petit cerveau. Tout le reste. Alors, je balance. Il va venir là, il va cogner. Il va repartir vers l'arrière, il va cogner. Chaque fois qu'il y a un secouement, qu'il y a un secouement, il va y avoir des petites hémorragies. Oui. Et nous avons un capital de neurones, quand on vient au monde, on a un capital de neurones. Si on perd c'est irréversible. Et chaque neurone a un dos.
elle sert à quelque chose. Donc, et chaque fois que le secouement, plus le secouement est important, plus l'hémorragie, on peut même arriver à la rupture de la veine pont et les séquelles. L'enfant risque de devenir aveugle, l'enfant risque de devenir muet, l'enfant risque de devenir handicapé moteur et l'enfant risque de décéder. Alors la manière de secouer, c'est-à-dire on est là, on regarde bien l'enfant, tu vas pas te taire, arrête, arrête. Et chaque fois qu'il secoue, il y a ce ballottement d'avant en arrière et à chaque fois que ce petit cerveau cogne, il y a des petites hémorragies et c'est irréversible. C'est-à-dire, on ne peut plus récupérer la neurone qui est, ou le neurone qui est endommagé. Oui. Et les séquelles, c'est immédiatement? Hein? Les séquelles, c'est immédiatement ou alors, les séquelles. Les séquelles, bon, je vais revenir d'abord, on a parlé, donc c'est la famille qui secoue. On a tendance, une maman qui travaille va confier à une nourrice. La nourrice, on ne sait pas ce qui se passe. La nourrice peut avoir ce geste. Elle a 3, 4 enfants, ou les 5, va avoir ce geste, va faire le secouement. Je demande aux mamans, avant d'emmener le petit, son enfant, sa chair, chez la nounou, de veiller et de regarder dans quel état se trouve son enfant. Il part de la maison, il est en parfaite santé, il sourit, il gazouille et on le dépose à la crèche ou à la garderie. Au moment de récupérer cet enfant, la nounou, elle va vous dire, vous savez, il a fait une très très bonne sieste. Vous devez penser, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut penser au syndrome du bébé secoué. L'enfant, vous allez récupérer l'enfant, il est pâle, vous regardez comment je l'ai déposé, il n'a rien, il n'est pas malade, il est pâle. Ou là, elle va vous dire, l'enfant a vomi, et il va arriver à la maison, il va vomir en jet. D'accord. Oui, il va vomir. Donc, automatiquement, ça nous interpelle. C'est une urgence médicale. Il vaut mieux aller pour rien que de laisser installer, ça sera beaucoup plus grave. Là, c'est quand c'est vraiment un petit secouement. Oui. Maintenant, donc, quand il s'agit d'un grand secouement, brusque, l'enfant peut faire un arrêt cardiaque, il peut mourir sur place, il peut devenir handicapé moteur. Alors, on a mis au monde un enfant en parfaite santé pour le retrouver dans un fauteuil roulant. C'est une lourde charge pour la famille, c'est malheureux pour l'enfant et c'est une charge pour l'État. Une prise en charge très lourde pour l'État. Donc, le syndrome du bébé. Et puis, je vais parler un jeu. Donc là, chez les parents, c'est intentionnel. Mais, il y a aussi des jeux. Je dis au papa et aux mamans de ne pas faire du jogging avec le bébé sur la poitrine et nous courons. D'accord, oui. Nous demandons, on a tendance à prendre le petit puis lui dire, on lui fait ça. Oui. Attention, c'est déconseillé. Nous avons la balançoire. On se balance et puis un enfant qui a jusqu'à l'âge de 4 ans. Alors on se balance, à chaque mouvement, ce cerveau, il va d'avant, en arrière, il colle. L'enfant rit, il est content, mais on ne sait pas que peuvent être les dégâts. Oui. L'enfant aussi, on a la khorthani, on prend le truc là, on fait ça, ça aussi sur les genoux. Donc à la naissance, à la maternité, l'enfant qui vient de venir au monde, et il n'a pas crié. On a tendance à prendre le bébé hekda, on le prend daïmen hekda, et puis on secoue. Vous secouez, il y a la tête qui est là. C'est la tête qui secoue. Il y a un risque. Donc, je vous dis encore une fois, c'est quelque chose qui est méconnu aussi. Et maintenant, au niveau, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis, en France, c'est tardivement qu'ils se sont rendus compte. D'accord. Oui, c'est tardivement. Et nous sommes en train de batailler
Et nous, Inch'Allah, on pourra faire quelque chose pour nos enfants, pour nos femmes et avec le ministère de la Santé et avec l'association. Merci de nous avoir écoutés. Merci de partager avec nous surtout cette thématique qui est lourde de conséquences et pour l'enfant, et pour la mère, et pour la famille. Oui. Donc, ça peut arriver jusqu'au divorce. Oui. Ça peut arriver au suicide. Déjà l'arrivée d'un bébé pour un couple. Voilà. Donc, nous faisons de notre mieux. Nous allons, Inch'Allah, nous atteler à former, avec bien sûr notre ministère de la Santé, à former nos sages-femmes, nos gynécologues, nos pédiatres, le personnel soignant, même les infirmières, les auxiliaires, tout le personnel qui entoure cette maman, cet enfant, et même au-delà. Donc, encore une fois, je dis, prévenir, c'est guérir. Donc, il faut en parler. Il faut briser les tabous. Bon courage dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.